Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous recevoir pour vous présenter avec Christophe quelques données sur les méthodes de détection des virus et l'assainissement. Alors, déjà, virus et vignes, donc c'est une longue histoire. La première hypothèse d'une origine virale pour une maladie a été émise il y a plus de 100 ans, donc au début des années 1900, et la nature virale de l'enroulement a été montrée à peu près 30 ans plus tard. Depuis, bien sûr, vous imaginez qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, et maintenant, près de 80 virus ont pu être identifiés chez la vigne. Ces virus ont des pouvoirs pathogènes variables et on observe souvent des infections multiples. Heureusement, tous les 80 virus n'ont pas un effet pathologique. La plupart sont bénins, ou ne provoquent pas de symptômes. Néanmoins, il existe des virus qui ont un effet très marqué, très important. C'est notamment le cas des virus de la famille du cournouet et de l'enroulement qui occasionnent des maladies les plus dommageables sur vigne. Vous avez donc des images qui représentent ici les symptômes classiques du cournouet, de panachure et les virus associés, et la même chose pour l'enroulement. On va y revenir plus en détail sur ces deux virus. Le cournouet, c'est la maladie la plus grave chez la vigne, la maladie virale la plus grave chez la vigne. Donc, cette maladie, le nom de cette maladie est lié à l'un des symptômes, qui est donc le raccourcissement des entrenœuds, et c'est ce qui peut donner aussi cet aspect assez buissonnant de la souche. On a deux virus qui sont principalement associés au cournouet en France, le GFLV, qui est le virus majoritaire, et l'ARMV, qui lui est plus ponctuel et il est essentiellement présent dans le nord-est de la France. Il faut aussi savoir qu'on a identifié de façon assez ponctuelle un autre virus, qui est le TBRV, dans le Bordelais, en PACA et en Bourgogne. Les conséquences de ce virus sont graves. On a notamment un impact majeur sur la production. Vous avez ici des images qui représentent l'impact sur les grappes. Donc, on voit bien cet effet milrandage, chute de rendement. Donc, ces pertes de rendement peuvent dépasser les 70% en cas d'attaque sévère. Il peut y avoir des aggravations qui s'accentuent d'une année sur l'autre et ça peut aller jusqu'à la mortalité des souches. Pour ce qui concerne l'enroulement de la même façon, la maladie de l'enroulement s'intitule comme cela suite aux symptômes. Donc les symptômes qui sont visibles ici sur feuilles, ce sont donc ces feuilles qui s'enroulent, comme le nom l'indique, avec souvent des décolorations, donc des décolorations sectorielles, donc qui sont beaucoup plus marquées évidemment sur cépage rouge que sur cépage blanc, mais néanmoins visibles sur cépage blanc, comme on peut le constater ici. On a 7 virus qui ont été identifiés comme associés à cette maladie et les 3 principaux sont l'enroulement 1, 2, 3. Pour GLRAV 1, c'est Grapevine Nifrol Associated Virus 1, 2 et 3, etc. Donc l'enroulement 1 est plutôt présent en zone septentrionale, le 3 plutôt en zone méridionale et l'enroulement 2 qui provoque peu de symptômes et qui n'est pas épidémique est moins présent et un petit peu moins connu. Les autres enroulements sont globalement très rares en France, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'ils sont présents quand même dans de nombreux pays de la zone européenne, notamment en Grèce et en Espagne, et donc c'est quelque chose qu'il faut savoir s'il y a des échanges de matériel végétal avec notamment ces pays. Au niveau de l'impact de cette virose, elle a un impact fort sur les grappes aussi, puisqu'il y a une diminution, comme on peut le voir à gauche sur la photo, une diminution du nombre et de la taille de ces grappes, mais aussi un impact sur la qualité du vin qui va être produit, avec une diminution de la quantité d'anthocyanes, de polyphénol, et aussi une chute de la teneur en sucre et une augmentation associée de l'acidité. Une fois qu'on a vu un petit peu quelles sont les deux maladies virales majeures, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un virus? Comment gérer les virus chez la vigne? Donc, un virus, bon, ça fait maintenant 1 an qu'on entend parler de virus, malheureusement. Donc, un virus, c'est constitué par un acide nucléique, qui peut être donc soit un ADN, soit un ARN, entouré par une capside protéique. Donc, c'est des choses qui sont importantes à savoir, puisqu'on va voir comment on va les détecter. Donc, leur structure est importante. Ce qui est important aussi de savoir sur les virus, c'est que ce sont, contrairement par exemple à des champignons, des parasites obligatoires. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'infecter un hôte pour pouvoir se multiplier. Ils ne peuvent pas vivre comme ça dans l'air sans hôte. Ils ont des effets qui sont, une fois qu'ils ont infecté une plante, et notamment donc la vigne, ils ont des effets persistants et incurables. Il n'y a pas de moyen de lutte direct possible. On ne peut pas utiliser un produit pour détruire les virus dans la plante. Ces virus, peuvent se transmettre par des vecteurs
qui peuvent être aériens ou des vecteurs du sol. Donc, dans le cas, par exemple, de l'enroulement, ce sont des cochenilles. Dans le cas du cournoué, ce sont des nématodes présents dans le sol. Mais tous les virus n'ont pas forcément de vecteurs associés. Et ce qui va nous intéresser plus précisément aujourd'hui, donc dans cette optique de matériel sain, c'est que ces virus, ils peuvent être transmis au cours de la multiplication végétative, notamment autour du bouturage et du greffage. Donc, quels sont les moyens de lutte possibles? Donc, quand il y a des vecteurs, bien sûr, un des moyens de lutte possible, c'est de lutter contre ces vecteurs pour éviter leur dissémination. Mais ce qui va être très important surtout de garder en tête, c'est que cet effet dissémination par le matériel végétal. Donc, il va falloir essayer de faire en sorte d'avoir du matériel sain pour que la descendance de ce matériel soit elle-même saine. Tout ça, ça induit des process qui ont été mis en place au niveau européen et français de sélection sanitaire et de certification. Donc, c'est vraiment des mesures qui sont des mesures prophylactiques qui sont essentielles pour limiter la propagation de ces virus chez la vigne. Tout ça, donc, ça induit un contexte réglementaire avec des tests du matériel végétal, donc notamment du matériel certifié, qui va être testé régulièrement tout au long du processus, depuis la sélection jusqu'à la diffusion aux viticulteurs. Les 3 types de tests possibles qui vont être utilisés tout au cours de ce processus, et on va y revenir donc maintenant plus en détail, on va vous les présenter, ce sont ce qu'on appelle de l'indexage, qui est une méthode biologique qui va se servir du fait que certaines variétés sont sensibles au virus et donc vont exprimer les symptômes. Un deuxième type de test qui concerne, donc qui constitue le test ELISA, qui est basé sur une réaction anticorps-antigène. Là, on va aller détecter la capside protéique du virus. On va aller utiliser des anticorps pour rechercher cette capside et une méthode moléculaire qui est donc de la PCR ou de la RT-PCR, où cette fois-ci, on va aller chercher l'acide nucléique pour essayer de le multiplier. Et donc, on va vous présenter maintenant ces différentes méthodes. Avant de rentrer dans ce détail, on voulait juste vous présenter un petit peu à quelle étape on va utiliser telle ou telle méthode dans notre processus de sélection et de certification. Donc, au niveau français, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la sélection, il va y avoir généralement des prospections dans des vieilles parcelles ou éventuellement dans des conservatoires. Donc là, le matériel des souches, les accessions qui semblent intéressantes vont être marquées, puis introduites, ici dans le cas de l'IFV sur le domaine de l'Espiguette, et elles vont subir une première batterie de tests, des tests ELISA et des tests PCR, pour vérifier qu'elles sont saines. Si jamais elles sont infectées, par exemple par de l'enroulement ou du cournoué, soit ce sont des accessions très intéressantes et on va vouloir les conserver, mais il va falloir éliminer les virus, c'est ce qu'on appelle l'assainissement, et on vous présentera à la fin le processus d'assainissement. Soit elles sont infectées, on souhaite les garder et on va les assainir, soit elles sont saines et elles vont pouvoir continuer le processus. Donc elles vont être installées dans des containers pour former ce qu'on appelle les têtes de clones. Et ensuite, elles vont être bien sûr soumises à des tests agronomiques, puisque la sélection en France n'est pas uniquement une sélection sanitaire, mais aussi une sélection génétique. On va essayer d'évaluer l'intérêt du matériel qu'on sélectionne, son intérêt agronomique, son intérêt œnologique. Ceci nécessite la mise en place de collections pour les suivis sur plusieurs années. Une fois que ce matériel ou que certaines accessions, certaines souches paraissent intéressantes, elles vont être de nouveau soumises à une batterie de tests avant l'agrément, avant la procédure d'agrément. Et dans cette batterie de tests, en plus des tests ELISA et PCR qui sont refaits pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'infection entre-temps, il va y avoir donc ce qu'on appelle des tests d'indexage. Donc ça va permettre d'obtenir un clone agréé qui va avoir un état sanitaire qui est satisfait la réglementation. Et ce matériel va ensuite être diffusé aux prémultiplicateurs, puis aux multiplicateurs, aux pépiniéristes. Et à chaque étape, il va y avoir de nouveau fréquemment des tests pour vérifier l'absence des virus de l'enroulement et du cournoué dans le matériel végétal. Nous allons donc revenir maintenant à l'étape méthode et rentrer un petit peu plus dans le détail. La première technique, c'est une technique ELISA. La technique ELISA, c'est la méthode de détection la plus utilisée. C'est la méthode, on va dire, un peu ancestrale pour les tests à grande échelle du matériel végétal. Donc, ça consiste à découper, là, vous avez des fragments de bois, des sarments, donc à découper les échantillons en fines lamelles, à les broyer dans un tampon spécifique. Et donc, le broyage dans ce tampon va permettre de libérer, si les virus sont présents, bien sûr, les virus des tissus végétaux.
Une fois ces échantillons, donc vous avez ici les broyats de chaque échantillon dans les sachets, ils vont être ensuite déposés, donc il y a différentes étapes, je ne rentre pas dans les détails, ils vont être déposés dans des plaques qui sont des plaques spécifiques dans lesquelles on a fixé des anticorps qui sont des anticorps spécifiques de tel ou tel virus. Donc, si par exemple, on veut faire un test contre le cournoué, on va fixer des anticorps contre le cournoué. Et vous imaginez bien que si le virus est présent dans le broyat, il va aller se fixer à l'anticorps sur la microplaque. Il y a bien sûr des étapes d'incubation, de lavage qui font que le processus dure à peu près 2 jours. À l'issue de ce processus, donc vous avez, si le virus est présent, l'anticorps, le virus, et on refixe de nouveau en gros ce qu'on appelle un conjugué. On va le soumettre à un substrat et si donc le virus est présent, après incubation, il va y avoir dans les puits dans lesquels on va avoir déposé nos échantillons une coloration jaune qui va apparaître. Cette coloration jaune indique que nous avons des échantillons positifs. À l'inverse, bien sûr, les puits qui ne sont pas colorés, dans les puits non colorés, le substrat n'est pas présent car l'anticorps n'avait pas fixé le virus. Donc, ce sont des échantillons négatifs. L'interprétation ne se fait pas juste de façon visuelle. Il y a une lecture par ce qu'on appelle un spectrophotomètre qui va transformer l'intensité de coloration en une valeur et qui va donc être interprétée avec une méthode précise. Donc ça, c'est pour le processus ELISA. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce processus? C'est un processus qui est relativement facile à mettre en œuvre, qui est rapide, il prend 2 à 3 jours. Bien sûr, ça c'est pour quelques échantillons. Bien sûr, le processus est plus long quand on envoie des centaines d'échantillons, mais globalement, ça prend 2 à 3 jours. On peut faire des regroupements par 10 ou par 20, car c'est une méthode relativement sensible. Donc, on va pouvoir tester plusieurs souches en même temps. On peut tester différentes parties de la plante, les bois, aoutés, bien sûr, mais aussi feuilles ou des racines de greffés soudés pour un prix raisonnable, hein, donc qui est en gros entre 10 et 20 € par échantillon en fonction du nombre de virus et du nombre d'échantillons. Les limites. La période de détection est limitée. Pour tester plusieurs virus de façon simultanée, le mieux est de réaliser la détection sur des bois aoutés. On va être aussi limité par les fournisseurs de sérums. Ce n'est pas nous qui produisons les sérums, ces anticorps, ces fameux anticorps spécifiques. On dépend des fournisseurs de sérums, donc de la fiabilité des sérums qui nous sont fournis et bien sûr de la disponibilité. Pour certains virus, il n'y a pas de sérum disponible. Une deuxième technique que nous utilisons donc, pour ce processus de certification de test, c'est la méthode dite PCR. Donc, cette méthode PCR, contrairement à la méthode ELISA qui est donc basée sur la reconnaissance de la capside, va s'intéresser cette fois-ci à aller rechercher l'acide nucléique qui peut être de l'ARN ou de l'ADN. Dans le cas des virus de vigne, on a le plus souvent de l'ARN. Les premières étapes sont identiques, préparation des échantillons, c'est mis dans un tampon qui est différent, un tampon spécifique. Puis après, on a ce qu'on appelle une étape d'extraction. L'extraction, ça va consister bien sûr à détruire la capside et aller chercher donc ce fameux acide nucléique. Une fois cette étape d'extraction réalisée, cet acide nucléique n'est pas visible en lui-même, il va falloir le multiplier. C'est ce qu'on appelle l'amplification. Donc avec ces extraits, ces broyages ces extraits sont déposés avec ce qu'on appelle un mix, c'est-à-dire différents composés qui vont permettre de multiplier la partie d'acide nucléique qui nous intéresse. Une fois cette multiplication réalisée, les extraits vont être déposés sur un gel et il va y avoir une migration. Comment ça s'interprète? Ici, vous avez un gel. Donc avec un témoin dit positif. Donc si dans votre échantillon vous aviez le virus, vous allez retrouver une bande qui va être à une taille spécifique. Ici vous avez votre témoin positif et donc les échantillons qui seront infectés, qui sont donc considérés positifs, on va trouver cette fameuse bande spécifique, alors que dans des échantillons dits négatifs, il n'y a soit pas de bande, soit une bande à une taille différente. Donc voilà comment se fait cette interprétation. Quels sont les avantages et les inconvénients de la PCR? Les avantages, c'est aussi un processus qui est relativement rapide, 2 à 3 jours. On peut aussi regrouper des échantillons, 10 à 20 échantillons selon les virus. C'est une méthode qui est très sensible. C'est une méthode qui est plus sensible que la méthode ELISA. Donc ça nous permet de faire la détection presque tout au long de l'année, sauf vraiment en été quand les températures sont très élevées. Mais on peut faire une détection de façon beaucoup plus longue dans l'année.
Au niveau des limites, c'est une méthode qui est plus coûteuse. Elle est entre 20 et 40 € par échantillon en fonction du nombre de virus à détecter. Elle nécessite bien sûr du personnel spécialisé. Et dernier point, c'est qu'on est dépendant des séquences. C'est-à-dire quand il y a un nouveau virus qui est identifié, il faut connaître la séquence de ce virus pour pouvoir définir ce qu'on appelle des amorces qui vont nous permettre d'amplifier une zone spécifique. Et je laisse la parole à Christophe pour enchaîner sur cette fois-ci la troisième méthode qui est donc la méthode d'indexage, si ça fonctionne. Christophe. Merci Anne-Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, effectivement, je vais vous parler de la méthode de détection par indexage et qui, pour rappel, sert à l'agrément de nouveaux clones. Donc il s'agit de la méthode de détection officielle reconnue par le ministère de l'Agriculture. Et c'est un bioessai au principe relativement simple, je dirais, c'est observer des symptômes après greffage d'une accession de la souche à tester sur une variété dite indicatrice ou indicateur. Et cette variété est dite indicatrice parce qu'en fait, elle a été choisie, sélectionnée pour sa capacité à exprimer les symptômes typiques d'une maladie. Donc en gros, elle est hypersensible à la virose que l'on veut détecter. On le verra juste après, donc il existe deux sous-méthodes d'indexage, qui est donc la méthode ligneuse et la méthode herbacée. On commence par la méthode ligneuse. Merci. Donc je disais méthode relativement simple à mettre en œuvre. Donc vous voyez sur votre gauche, on va greffer la souche attestée sur la fameuse variété indicatrice. Et on part du principe que si le virus est présent dans la partie du haut, par l'intermédiaire de la greffe, il va passer dans l'indicateur et on va voir apparition des symptômes au niveau des feuilles. Donc pour cela, on fait un greffage classique en oméga, comme font tous les pépiniéristes. Et après stratification, donc on va planter les tests dans une pépinière dédiée, une pépinière d'indexage, dans laquelle on va pouvoir observer les symptômes au bout de 2 à 3 ans selon les virus concernés. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu après. Pour la suite, indexage donc herbacé cette fois, donc on va bouturer les parties ligneuses en serre pour cultiver d'un côté les accessions à tester ou les variétés à tester et de l'autre les variétés indicatrices. Donc on attend que les parties vertes se développent et à partir du moment où les diamètres correspondent à peu près entre greffon et porte-greffe, on va utiliser une machine spécifique pour faire ce greffage herbacé. Donc voici la petite machine que l'on utilise, qui est pneumatique et qui fait cette fois une greffe en fente, donc sur les parties herbacées, je le rappelle. D'accord? Et le principe est le même. Donc si le virus est présent dans l'accession à tester, par l'intermédiaire de la greffe, il va passer dans l'indicateur herbacé et au bout d'un certain temps, on va voir apparition des symptômes au niveau des feuilles de l'indicateur. Donc en fait, on fait plusieurs greffages pour un seul test. On obtient donc des plants greffés herbacés que l'on voit donc sur la petite photo tout à fait à droite. On protège avec un petit scotch la jonction entre les deux parties. On place ces tests sur plein de laine de roche dans des mini-serres et ces mini-serres vont passer donc dans ce qu'on appelle une chambre climatique pendant 3 semaines à 1 mois environ pour favoriser donc la jonction entre greffon et porte-greffe. Le résultat, on l'a dans la diapo d'après. Voilà, donc vous voyez sur la partie gauche donc ce qu'on appelle un test en fait. Donc ce sont des plants greffés en herbacé sur plein de laine de roche. Et donc on va attendre, on va les laisser sur les tablards de la serre et on va attendre donc l'apparition des symptômes qui peuvent apparaître entre 4 et 6 mois environ après le greffage. Ça c'est pour les observations, je dirais, les plus rapides. Par contre, si les symptômes sont plus longs à apparaître, on va planter ces tests à l'extérieur, donc souvent sur pouzzolane, dans un petit tunnel, ou enfin en tout cas un abri, et on va laisser les plants se développer et se lignifier pendant environ 8 à 12 mois, 8 à 18 mois, excusez-moi, et pour voir apparition des symptômes donc sur les feuilles, comme c'est le cas pour l'enroulement par exemple. La suite, donc là, une synthèse rapide des tests que l'on fait ici au domaine de l'espiguette, avec les fameux indicateurs associés et à peu près les temps approximatifs que cela prend donc pour pouvoir voir les symptômes. Dans la partie du haut, c'est les virus principaux dont vous a parlé Anne-Sophie,
Cournouet, enroulement, et on a rajouté la marbrure, parce que la marbrure est une virose dite réglementaire obligatoire pour l'agrément des porte-greffes. Et dans la partie basse donc, de la diapositive, des viroses secondaires qu'on n'abordera pas dans cette présentation, mais vous avez donc les détails si vous le voulez donc sur la newsletter de l'IFEV sur notre site internet. Pour la suite, donc les symptômes que l'on observe d'abord sur Cournouet. Donc Cournouet se lit sur vitis rupestris, donc un porte-greffe. Donc au niveau du printemps, au moment du printemps, pardon, on voit donc sur la partie gauche, en haut à gauche, que effectivement, lorsque le vitis rupestris est atteint par le Cournouet, il a des dents, donc les petites aspérités au bord du limbe des feuilles, donc qui sont très marquées, très acérées, très pointues. Le sinus pétiolaire, donc caractérisé par le cercle rouge, donc relativement ouvert, enfin très ouvert, et parfois on va même avoir une soudure au niveau du départ des nervures. Si on regarde le profil des feuilles, donc il est ce qu'on appelle involuté, c'est-à-dire en forme de cuillère, donc le limbe s'involute sur lui-même. Et plus tard dans la saison, la photo en bas à gauche, on va voir un jaunissement du feuillage et le pousse de façon anarchique, tout à fait buissonnante, caractéristique donc des symptômes de Cournouet. Pour la suite, donc l'enroulement, Anne-Sophie vous en a parlé juste avant, donc le nom de la virose tire son nom du fait que effectivement les feuilles se recroquevillent sur elles-mêmes, s'enroulent en fait, et sur ces pages rouges, donc une coloration rouge avec une nervure qui reste verte, et sur ces pages blanches, on peut avoir donc un jaunissement suite aux symptômes d'enroulement, et ce sont des symptômes donc qui se lisent en automne, alors que le Cournouet juste avant c'était plutôt au printemps. Et dernier virus dont on va voir les symptômes pour aujourd'hui, c'est la virose de la marbrure, qui se lie aussi sur vitis rupestris. Et donc là, on voit tout à fait en bas des sortes de décoloration, si vous voulez, au niveau des nervures secondaires, qui peuvent atteindre au bout d'un moment, si les symptômes sont graves, l'ensemble du limbe. Donc on a un jaunissement, mais qui est quand même un peu plus translucide que celui que l'on constate avec le Cournouet. On a également une déformation des feuilles qui est possible. Et là aussi, donc, les plants, les tests qui poussent de façon un petit peu anarchique, en tout cas de façon totalement déformée. Donc, la diapo suivante, les avantages et désavantages de la méthode d'indexage. Donc, on a vu, identification de virus capables d'induire des symptômes, c'est effectivement le principal intérêt. Et le deuxième intérêt, c'est que c'est une méthode avec un spectre large, non spécifique. Et on prend souvent l'exemple de l'enroulement, où on vous l'a dit, donc l'enroulement peut être causé par différents types de virus d'enroulement. Pour les LISA et pour la PCR, donc il faut des amorces et des anticorps spécifiques, alors que pour l'indexage, je dirais qu'une seule variété indicatrice suffit à détecter tous les types d'enroulement possibles. Donc ça, c'est quand même un côté intéressant. Les désavantages, donc c'est relativement chronophage, ça nécessite beaucoup de travail, donc des serres, de la pépinière dédiée, on l'a dit, donc beaucoup de travail et beaucoup d'argent également. L'expression des symptômes dépend des conditions environnementales, donc ça, on n'a pas de maîtrise là-dessus. Et c'est vrai que certaines années, on voit plus ou moins bien les symptômes selon les conditions. Pas de détection de certains virus hypovirulents, c'est-à-dire des virus incapables d'induire des symptômes, ça, effectivement, on ne peut pas les voir. Et on l'a vu également, le temps nécessaire pour l'obtention des résultats est relativement long, entre quelques mois à plusieurs années selon les virus. Donc pour finir sur ces méthodes de détection, un petit tableau récapitulatif des trois différentes méthodes. L'indexage, on vient de le voir, donc c'est relativement long, coûteux. C'est assez complexe à mettre en place, mais surtout au niveau des équipements nécessaires. L'ELISA, au contraire, c'est plutôt rapide, c'est pas très cher et c'est relativement simple. Et on peut détecter sur bois outé et également sur feuille. Et PCR, qui est un petit peu intermédiaire entre les deux, c'est également rapide comme l'ELISA, c'est plus coûteux par contre que l'ELISA. Et on peut également donc utiliser les bois outé et les feuilles comme organe de détection des viroses. Anne-Sophie, je vais maintenant finir en vous parlant de la méthode d'assainissement.
Alors, voilà, je reprends la main. On a fini sur les méthodes de détection. Juste un dernier petit point rapide. Je vous ai présenté tout à l'heure, je vous ai dit que lors des introductions, quand on fait des tests, après avoir fait des prospections sur le matériel végétal, si le matériel est trouvé positif, mais que c'est un matériel qui semble particulièrement intéressant, par exemple une variété très rare et autres, on a la possibilité de l'assainir. Qu'est-ce que c'est que l'assainissement? L'assainissement, ça consiste à obtenir des clones indemnes de virus. Donc, c'est applicable dans le cas de l'agrément. Ça peut être applicable aussi dans le cas de conservatoire. Par exemple, on a beaucoup travaillé avec la collection de Vassal pour conserver cette diversité génétique. Et on va s'appuyer sur une capacité des plantes, et notamment des méristèmes végétaux, qui ont une spécificité par rapport à tout ce qui est animal, qui ont ce qu'on appelle de la totipotence, qui leur permet de régénérer une plante génétiquement identique et être à la fois indemne de virus. Donc, c'est vraiment une spécificité des méristèmes végétaux. Alors, les méristèmes, ils se situent dans ce qu'on appelle l'apex. Là, vous avez donc les petits bourgeons qu'on va trouver au niveau des plantes. Et donc, ces apex qui font entre 5 et 10 mm vont être décortiqués dans le cas de la méthode qu'on applique au gros du roi, les spiguettes, vont être décortiqués donc dans les conditions à la fois stériles et sous loupe binoculaire pour récupérer ce qu'on appelle le méristème, qui lui est tout petit, fait moins d'1 millimètre. Ce méristème donc, va être déposé sur un hypocotyle, c'est-à-dire c'est une petite plantule issue d'un pépin dans lequel on fait une petite encoche, on dépose ce méristème et donc au bout de 3 semaines, 1 mois, on va avoir donc ce méristème qui va commencer à redévelopper une petite plante. Et cette plante, donc cette fameuse plante, va être identique à la plante mère, à la plante initiale, à l'exception du fait qu'elle sera normalement exempte de virus. Bien sûr, on fera bien sûr des tests à la suite pour vérifier qu'elles sont bien exemptes de virus. Ce process, qui est un processus long, est néanmoins très efficace. Donc, dans le cas de ce processus, qui est celui qu'on utilise à l'IFV au Gros du Roi, qui n'est pas le même que ceux que peuvent être utilisés à l'international, on a entre 80 et 100% d'efficacité sur les principaux virus, donc les enroulements, le cournoué et aussi d'autres virus dont on vous a peu parlé, qui sont la marbrure et le GVA. Donc ici, vous avez un bilan sur une dizaine d'années de tests où vous voyez que sur les enroulements, on est à 100% d'efficacité. C'est le nombre d'accessions assainies par rapport au nombre d'accessions obtenues par microgreffage. On est aussi à 100% sur la marbrure, on est à presque 100%, 97% sur le GVA et c'est un petit peu moins bon sur le cournoué, mais on est autour quand même de 80%. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que cette méthode, c'est une méthode qui est forcément utilisée avant la multiplication du matériel végétal, donc soit pour de la conservation, soit pour de l'agrément de clones. Elle ne peut en aucun cas s'appliquer aux plantes du vignoble, bien sûr. Et donc, si cette thématique, virus, vecteurs, contamination, méthode de lutte et autres vous intéressent, donc là, on est passé très, très vite. Mais sachez qu'il existe une formation qui est une formation qui associe du e-learning et des sessions terrain pour tout savoir, ou presque, sur les virus de la vie. Donc, vous retrouverez toutes ces informations sur notre site. Et nous sommes maintenant ouverts à toute question sur le sujet. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous. Bonjour, je suis Régis Caillot de l'Institut français de la vigne et du vin. Je vous propose donc que l'on passe à la phase des questions. Pour l'instant, voilà. Moi, j'en ai quand même une première question quand même qui s'adresse à tous les deux. Quand je vous écoute, j'ai envie de savoir combien vous faites de tests par méthode ELISA, PCR, indexage par an au domaine de l'espiguette. C'est combien à peu près? Je vais commencer. Donc, pour les tests ELISA, et donc pas uniquement dans le cadre du processus de certification, bien sûr, parce qu'on fait aussi des analyses pour de la prestation de services et autres, on est autour de, on va dire, 18 000 à 20 000 échantillons. Donc, c'est une très grosse activité au niveau de l'espiguette. 18 000 à 20 000 échantillons, ce qui fait en gros 40 000 à 50 000 tests par an. C'est l'activité principale au niveau du laboratoire. Et pour la partie PCR virus, on est plutôt, donc, qui est une méthode qui, elle, n'est pas une méthode officielle, par exemple pour les suivis de vignes mères. Les tests ELISA sont utilisés pour les suivis des vignes mères, ce qui explique ce nombre de tests conséquents. Pour la partie PCR virus, donc qui est plus pour nos besoins propres ou pour de la prestation de services, dans le cas par exemple de symptômes, parce qu'on peut aussi recevoir des échantillons symptomatiques où les gens souhaitent savoir s'il y a un virus présent. On est plutôt autour de 1000 à 1500 échantillons par an. Et pour l'indexage, je laisse Christophe répondre.
Oui, donc pour l'indexage, on va dire qu'une année moyenne, c'est à peu près 100 tests en ligne, donc toutes viroses confondues. Et pour l'herbacée, on tourne aux alentours, je dirais, entre 250 et 300. Là aussi, tests sur toutes les viroses confondues par an. À peu près le volume que l'on fait chaque année. Okay. L'indexage reste apparemment, si j'ai bien compris, la méthode encore officielle, hein, c'est ça, de détection des viroses, Christophe? Oui, tout à fait, oui. Oui. C'est reconnu par le ministère de l'Agriculture et c'est validé donc par ce qu'on appelle le CTPS, qui est le Comité technique permanent pour la sélection. C'est la méthode officielle au niveau européen pour l'instant. D'accord. Vous pouvez me dire ce qui se fait dans d'autres pays viticoles pour l'agrément et pour le contrôle? C'est pareil qu'en France ou ça se passe différemment? Moi, je peux essayer de répondre. Effectivement, au niveau européen, comme justement la réglementation européenne fixe un certain nombre de règles, et donc là, sur les pays européens, ça va être relativement proche, puisque donc il y a en gros des méthodes, on va dire communes, ce qui est la méthode de base, qui est l'indexage, qui est la méthode commune, et la liste des virus va être en gros la même. Ils peuvent rajouter des virus, mais ils ne peuvent pas en enlever. Donc nous, on a choisi par contre de faire en plus de l'ELISA et de la PCR, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les pays européens. Par contre, effectivement, à l'international, ça peut être assez variable. Bon, la liste des viroses, on va toujours retrouver au moins les viroses principales, hein, que sont le cournois et l'enroulement, mais après, ça peut aller plus loin, etc. Mais ça ne sera pas forcément de l'indexage au niveau international. Donc là, les méthodes peuvent être variables au niveau international. Et on a sur ces aspects réglementaires, justement, dans la formation pathogène, parce que c'est assez compliqué, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais sur ces aspects réglementaires, on a un module spécifique, justement, qui précise comment c'est géré au niveau européen et comment c'est géré à l'international. Donc, s'il y a des gens qui ont besoin d'informations plus précises, on pourra y revenir, mais peut-être dans un deuxième temps. Ouais. Pour compléter, en Californie, par exemple, j'utilise également les trois méthodes qu'on vous a présentées, hein, donc ELISA, PCR et indexage, voilà, pour la stratification de leur sélection. Quand on parle de Californie, Christophe, j'imagine, c'est l'université de Davis, non? C'est ça? Oui, c'est ça, une émanation de l'université de Davis, tout à fait. J'ai une question. Pourquoi les traitements thermiques type TEC ne fonctionnent pas pour assainir le matériel végétal vis-à-vis des viroses? Alors, pourquoi ça ne marche pas, je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne marche pas, effectivement. Je pense que peut-être que la capside virale doit protéger, enfin, je ne sais pas, j'avoue que je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas, mais effectivement, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne sur les phytoplastes, qui sont donc un autre type d'agents pathogènes, qui sont, eux, plus proches des bactéries, en fait. Donc, au niveau composition, c'est un peu différent. Et donc, nous, quand on dit qu'on utilise on utilise quand même la chaleur, mais la chaleur, c'est pas pour détruire le virus, c'est plutôt pour, quand on fait pousser la plante. Donc, déjà, on n'est pas aux mêmes températures puisqu'on est à 32-34 degrés. L'idée, c'est que la plante se développe et que la multiplication virale soit ralentie. Donc, on ne tue pas le virus, mais on ralentit la multiplication virale, ce qui fait qu'on a moins de charge virale au niveau des bourgeons. Voilà. Une question peut-être un peu plus liée à l'agronomie quand même. Une personne aimerait savoir si des méthodes de dénombrement des nématodes dans les sols existent et quels sont les moyens de lutte contre le cournouet en agriculture biologique. Alors, c'est une vaste question. Les méthodes de dénombrement des nématodes existent, oui. Je sais qu'à Bordeaux, notamment, Vitinov propose ce type de prestation. Donc, il faudrait vous rapprocher si vous êtes intéressé d'eux. C'est assez compliqué puisque, en fait, il peut y avoir des répartitions très hétérogènes, hein, des nématodes. Donc, c'est pour ça qu'ils ont un protocole qui n'est pas diffusé, mais qu'ils ont l'habitude de pratiquer. Donc, il faudrait vous rapprocher d'eux au niveau de ce type d'analyse. Nous, on ne fait pas du tout sur nématodes. Hein. Et deuxième question, méthode de lutte sur le cournouet. Alors, méthode de lutte sur le cournouet, qu'on soit en agriculture biologique ou pas, ça ne change rien, puisqu'a priori, il n'y a plus de produits autorisés pour lutter contre le… Bon, de toute façon, c'est lutter contre le cournouet, ce serait lutter et détruire les nématodes.
Donc en fait, il y a beaucoup par contre de projets de recherche qui travaillent, et donc ça c'est toute viticulture, hein, qui travaillent sur plutôt des combinaisons. Donc ça peut être des porte-greffes, par exemple, vous avez dû entendre parler du Nemadex, qui limite la recontamination. Il y a aussi ce qu'on appelle des plantes nématicides. Donc, c'est-à-dire, c'est faire, avant de planter la vigne, c'est d'utiliser des plantes qui vont, pareil, lutter, enfin, faire baisser la quantité de nématodes dans le sol. Enfin, donc, il y a des études en cours là-dessus. Donc, là-dessus, il y a des données. Et il y a aussi donc, des études qui sont un peu plus prospectives, on va dire. Il y a un projet qui s'appelle Vaxivine qui cherche donc à se rapprocher de la vaccination, même si les plantes n'ont pas de capacité à produire des anticorps, donc on ne peut pas parler de vaccination, mais ce qu'on appelle la prémunition, donc qui cherche donc à utiliser le fait que pour un même virus, on peut avoir ce qu'on appelle des variants plus ou moins virulents, plus ou moins agressifs, et que donc en utilisant du matériel végétal qui serait donc infecté par un virus de Cournouet, un virus de GFLV très peu agressif, ça éviterait la recontamination par un virus de GFLV plus agressif. C'est ce qu'on appelle la prémunition, donc c'est le projet Vaxivine. Si vous voulez plus d'informations sur ce projet, ou vous pouvez aller sur le site du PNDV, le Plan national dépérissement du vignoble, qui y a donc une plaquette bilan un petit peu sur ce projet où je peux vous envoyer aussi le contact de personnes si vous souhaitez plus d'informations sur ce projet. Voilà ce que je peux dire sur la lutte a priori. Pour compléter donc, ce que tu disais, Anne-Sophie, donc la méthode la plus classique, la plus anciennement connue, c'est le repos du sol. Voilà, donc pendant plusieurs années, histoire que les nématodes, je dirais, aillent voir ailleurs et contaminent d'autres sols viticoles. Voilà. Un repos du sol, mais qui peut être très long et donc qui n'est pas forcément utilisable au niveau économique. C'est pour ça qu'il y a des études en cours pour pour réduire la durée de repos du sol avec des plantes dites nématicides, en fait. Donc, si vous souhaitez plus d'informations, peut-être nous fournir vos coordonnées, on pourra vous faire passer des documents pour les gens qui le souhaitent, des documents spécifiques sur tel ou tel thème. Alors une question peut-être sur la fiabilité ou du moins les niveaux d'incertitude des tests ELISA ou PCR. Quelle est la fiabilité? Alors, les tests sont fiables, je ne vais pas dire le contraire. Les tests, faut savoir que pour tout ce qui est analyse officielle, donc par exemple le suivi des vignes mères, donc les laboratoires doivent être agréés. Pour être agréés par le ministère, il faut être accrédité. Donc l'accréditation, c'est en gros une sorte de certification par un organisme indépendant qui vient voir en gros si on travaille bien. Et si on applique une méthode officielle. Donc, il y a une méthode officielle pour les tests ELISA qui définit un certain nombre de critères, donc des obligations, et du coup, le service d'accréditation vérifie qu'on utilise bien ces méthodes. Alors après, chaque méthode a ses incertitudes, donc ça va beaucoup dépendre en fait des sérums. En tout cas, les tests ELISA sur les viroses classiques Cournouet, GFLV, RMV et enroulement 1 et enroulement 3 tels qu'on les pratique, qui sont quand même des tests qui sont faits depuis des années et des années, sont des méthodes très, très fiables. Ce qui va pouvoir impacter, ça va être effectivement l'échantillonnage. L'échantillonnage, nous, on ne le maîtrise pas. Donc, prélèvement sur la plante, il faut savoir que les virus peuvent être répartis de façon hétérogène dans les plantes. Donc, il faut bien… C'est vrai que si on prend qu'un petit morceau de bois, on peut éventuellement passer à côté. Ça peut être aussi le problème de la conservation du matériel, mais le test en lui-même sur ces virus-là qui sont classiquement travaillés et si on utilise les bons fournisseurs et la bonne méthode, sont quand même des tests très robustes. La PCR est une méthode plus sensible. Il n'y a pas de méthode officielle, par contre, au niveau PCR. Ce n'est pas une méthode qui est utilisée pour rendre des résultats officiels, par exemple, au niveau des suivis des vignes mères. Ça reste les tests ELISA. C'est une méthode beaucoup plus sensible. Donc là, ça va dépendre en fait comme il n'y a pas de méthode officielle, ça va dépendre des laboratoires. Chaque laboratoire peut avoir développé sa propre méthode. Nous, pour avoir fait des comparaisons, par exemple, sur les méthodes qu'on utilise, pour le Cournouet, on est sur des seuils de détection similaires en ELISA et en PCR. Par contre, sur l'enroulement, la PCR est beaucoup plus sensible.
La méthode qu'on utilise, nous, est beaucoup plus sensible. Mais bon, voilà, je vais vous parler de ce qu'on fait, nous. Après, chaque laboratoire peut avoir ses propres méthodes développées au niveau de la PCR. Peut-être prendre une dernière question, puisque le temps tourne et nous arrivons dans notre timing qui était imparti. Une autre question à nouveau à propos des nématodes. Est-ce qu'on connaît le seuil de population nématode à partir duquel le niveau de risque est considéré comme élevé pour une future plantation? Alors moi, je ne suis pas capable de répondre à cette question parce qu'il faudrait avoir le nombre de nématodes et je pense savoir s'ils sont infectieux, c'est-à-dire savoir si la vigne qui était précédemment présente était infectée, parce que si la vigne était saine, quel que soit le nombre de nématodes, ça n'a pas d'impact. Je pense aussi qu'il faut vous rapprocher de Vitinov, ils ont peut-être des données, mais je n'ai pas de données moi de ce côté-là. Et enfin, est-ce que vous cherchez le red blotch quand vous faites ces analyses? Alors, le red blotch ne fait pas partie des virus réglementés. Donc, au niveau du process on va dire par exemple, il n'y a pas de suivi sur les vignes mères. Néanmoins, nous le testons effectivement, on l'a rajouté. On l'a rajouté au niveau de l'agrément. Donc, il est testé par PCR au niveau de l'agrément et on peut le faire à la demande, par exemple s'il y avait des symptômes. Donc pour les gens, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais le red blotch, c'est un virus qui a été identifié aux États-Unis et qui provoque des symptômes proches de l'enroulement. C'est un virus qui provoque de gros soucis, notamment aux États-Unis. Ils ont vraiment un gros souci avec ce virus-là. Pour l'instant, il n'a pas été détecté en Europe, à l'exception d'une collection en Suisse, mais depuis, il n'a jamais été détecté. Et nous, de notre côté, on le teste, donc comme je vous ai dit, au niveau des intros, au niveau de l'agrément, on le teste aussi sur symptômes, on ne l'a jamais trouvé. Donc ça n'a pas l'air d'être un virus, en tout cas, qui est présent en France, ou s'il est présent vraiment de façon très, très mineure. Voilà, donc ni en France, ni même au niveau européen. Mais on le teste au niveau, on l'a rajouté, si vous voulez, il n'est pas réglementé, mais on l'a rajouté, nous, en tant que virus testé au niveau intro et agrément. Très bien, juste pour information, et je remercie notre collègue Caroline qui le dit, qui le signale, pour les personnes qui sont intéressées par le projet Vaccivine, vous pouvez trouver de l'information sur le site du plan dépérissement vigne, donc le plan national dépérissement vignoble.